Dans l'histoire vibrante et tumultueuse de Bob Marley, certains noms résonnent comme des échos d'une révolution musicale. Peter Tosh, Bunny Weller, Rita Marley. Ces figures, piliers du reggae, occupent une place centrale dans le récit de l'ascension de Marley vers la gloire mondiale. Pourtant, dans l'ombre, un homme œuvrait avec une discrétion presque monastique, tenant les fils d'une entreprise complexe avec une loyauté indéfectible. Cet homme, c'était Alan Skill Cole, un footballeur jamaïcain de renommée internationale devenu le confident le plus proche de Marley, son manager de tournée, et le gardien de ses vérités les plus intimes. Cole n'était pas un simple acolyte, il était le frère d'âme de Marley, celui à qui le chanteur confia un jour, dans un moment de vulnérabilité rare, qu'aucune dette ne pourrait jamais égaler ce qu'il lui devait. Imaginez être la personne en qui une icône mondiale plaçait une confiance absolue, celle qui voyait l'homme derrière le mythe, et choisir de garder le silence pendant près de 5 décennies. À 74 ans, Alan Cole brise enfin ce silence, et ses révélations bouleversent tout ce que l'on croyait savoir sur Bob Marley et les Rita. Né en 1950 à Kingston, en Jamaïque, Alan Cole était déjà une étoile montante dans les années 1960. Surnommé Skill pour son talent exceptionnel sur les terrains de football, il était un attaquant hors pair, capable de dribbler ses adversaires avec une aisance qui frôlait l'art. À la fin de son adolescence, il faisait les gros titres dans les journaux jamaïcains, célébré comme un héros national. Sa carrière le mena au-delà des frontières de l'île, il joua au Brésil avec le Náutico, puis aux États-Unis avec les Atlanta Chiefs dans la North American Soccer League, NASL. À une époque, il était considéré comme le plus grand footballeur jamaïcain, un prodige dont les exploits inspiraient les jeunes des ghettos de Kingston. Mais le destin, avec son sens de l'ironie, avait d'autres plans pour lui. Sa vie prit un tournant inattendu lorsqu'il croisa la route d'un jeune musicien de Trenchtown, un certain Robert Nesta Marley, dont les rêves allaient bientôt changer le monde. Leur rencontre eut lieu dans les ruelles poussiéreuses de Trenchtown, un quartier où la pauvreté était omniprésente, mais où la créativité bouillonnait comme une force vitale. C'était au début des années 1960, lors d'un match de football improvisé sur un terrain vague, entouré de baraques en tôle et de regards curieux. Cole, déjà une figure locale grâce à ses prouesses sportives, dominait le jeu avec sa grâce habituelle. Marley, lui, n'était qu'un adolescent maigre, un gamin du ghetto avec une guitare de fortune fabriquée à partir d'une boîte de sardines et des cordes usées. Leurs regards se croisèrent, un échange fugace, peut-être un signe de tête, mais personne, ce jour-là, n'aurait pu prédire l'ampleur du partenariat qui allait naître. Ce moment, anodin en apparence, planta les graines d'une amitié qui allait redéfinir la musique et la culture mondiale. Ce n'est qu'à la fin des années 1960 que leur lien prit véritablement forme. Les Weller, Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Weller, venaient de rompre avec leur label pour tracer leur propre chemin sous la bannière de YN Soul. À l'époque, le trio était un tourbillon de talents bruts, mais leur manque d'organisation et leur inexpérience dans l'industrie musicale les rendaient vulnérables. C'est là qu'Alan Cole entra en scène, apportant discipline de footballeur et son expérience internationale pour structurer leurs ambitions. Il devint le manager officieux du groupe, négociant avec les producteurs, organisant les sessions d'enregistrement, et veillant à ce que les Weller évitent les pièges tendus par une industrie souvent impitoyable. Cole n'était pas seulement un gestionnaire, il était un stratège, un gardien de l'ordre dans un monde de chaos. Mais son rôle allait bien au-delà des contrats et des calendriers. Cole était un bouclier humain, protégeant les Weller des pressions extérieures et des rivalités internes. Lorsque Marley décida de se lancer en solo en 1973, laissant derrière lui la formation originale des Weller, Cole devint son bras droit, son régisseur de tournée, et l'un des architectes du label Tuff Gong. Le nom Tuff Gong, comme Cole l'a raconté dans une interview avec le poète et activiste Mutabaruka, était une idée de Marley. Il voulait quelque chose de puissant, quelque chose qui frappe comme un gong, se souvient Cole. Un nom qui résonne, qui porte la force de notre message. Leur première sortie sous ce label, Trenchtown Rock, captura l'âme des rues de Kingston, devenant un hymne pour les opprimés et un symbole de la résilience jamaïcaine. Leur relation n'était pas seulement professionnelle, elle était presque cosmique. Il aimait le football, j'aimais la musique, a déclaré Cole. C'était comme si le destin nous avait réunis. Leur passion commune pour le football créait un terrain commun, un espace où ils pouvaient échapper aux pressions de la musique et de la vie. Lors des matchs improvisés dans les rues de Trenchtown, Marley, avec son énergie débordante, courait après le ballon avec la même ferveur qu'il mettait dans ses chansons. Cole, avec son agilité de footballeur professionnel, le défiait, riant et plaisantant sous les étoiles.
Ces moments, loin des projecteurs, forgeaient une fraternité indéfectible, un lien qui allait les porter à travers les triomphes et les tragédies. Bob Marley, malgré sa stature mondiale, était un homme d'une grande pudeur. Sur scène, il était un lion, un prophète charismatique dont les dreadlocks dansaient au rythme de ses hymnes. Mais en privé, il était introspectif, presque insaisissable. Peu de gens pouvaient percer la carapace qu'il avait construite autour de lui. Alan Cole était l'exception. Dans les moments de calme, souvent lors de longs trajets en voiture pour vendre des disques ou après des matchs de football nocturne, Marley se confiait. « Il me parlait de tout », raconte Cole. Ses rêves, ses peurs, ses visions. Mais dès que quelqu'un d'autre approchait, il se taisait. C'était sa vérité, et il la gardait pour ceux en qui il avait vraiment confiance. Ses confessions révélaient un Marley complexe, loin de l'icône unidimensionnelle souvent dépeinte. Il parlait de sa foi naissante dans le rastafarisme, de ses luttes pour rester fidèle à ses convictions dans un monde qui cherchait à l'exploiter, et de ses visions d'un avenir où le reggae serait plus qu'une musique, un mouvement mondial pour la justice et l'unité. Cole, avec sa sagesse pragmatique, écoutait sans juger, offrant parfois un conseil, parfois un simple silence complice. Ces moments d'intimité, dans l'habitacle d'une vieille voiture ou sur un terrain de football éclairé par la lune, étaient les fondations de leur amitié. Cole n'était pas seulement un confident, il était un collaborateur créatif. Il est crédité comme co-auteur de War, un morceau inspiré par un discours de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, qui devint un cri de ralliement contre l'oppression raciale et sociale. Les paroles, puissantes et intemporelles, résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la résistance. Mais l'influence de Cole s'étend à d'autres chansons emblématiques, Guava Jelly, une ode sensuelle à l'amour, Concrete Jungle, un portrait brut de la vie dans le ghetto, Lively Up Yourself, un hymne à la résilience, Natty Dread, une célébration de l'identité Rastafari, Screwface, un défi lancé aux hypocrites, et Bellyful, But We Hungry, un cri contre l'injustice économique. Chaque titre portait l'empreinte de leur collaboration, une fusion de la vision prophétique de Marley et de la discipline stratégique de Cole. Lorsque Cole rencontra Marley pour la première fois, ce dernier n'était pas encore Rastafari. Il était un jeune musicien ambitieux, porté par des rêves plus grands que les rues de Trenchtown. Ce n'est qu'au contact de Mortimo Plano, une figure respectée du mouvement Rastafari, que Marley embrassa pleinement cette philosophie. Cole observa cette transformation de près, voyant son ami évoluer d'un chanteur talentueux à un croyant fervent, dont la musique devint un véhicule pour les luttes spirituelles et politiques des Caraïbes. Bob n'était pas juste un musicien, explique Cole. Il devenait un prophète, un homme qui voyait au-delà du présent. Cette transformation n'était pas sans douleur. Marley portait le poids des attentes de son peuple, des tensions politiques en Jamaïque, et des pressions croissantes de la célébrité. En 1976, une tentative d'assassinat à son domicile de Kingston, que beaucoup attribuent à des rivalités politiques entre le Parti national populaire, PNP, et le Parti travailliste jamaïcain, JLP, marqua un tournant. Marley, blessé mais vivant, devint plus méfiant, plus introspectif. Cole, fidèle, resta à ses côtés, organisant son exil à Londres et veillant à ce qu'il puisse continuer à créer malgré les menaces. Il avait peur, mais il ne le montrait pas, confie Cole. Il canalisait tout dans sa musique. C'est à Londres que Marley enregistra Exodus, un album considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du reggae. Cole était là, non pas comme un simple manager, mais comme un pilier, un frère. Il vit Marley naviguer entre les tempêtes politiques, les bouleversements spirituels et les relations personnelles complexes. Parmi celles-ci, la présence de Cindy Breakspear, compagne de Marley et mère de son fils Damian, était centrale. Elle était son ancre, explique Cole. Dans une période où tout semblait s'effondrer, elle lui apportait une stabilité. Pourtant, cette relation, essentielle à la vie de Marley, fut effacée du récit officiel, une omission que Cole trouve impardonnable. En 1977, la vie de Marley bascula lorsqu'il fut diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux, une forme rare de cancer de la peau. La nouvelle frappa comme un coup de tonnerre, mais Marley, guidé par sa foi Rastafari, refusa l'amputation de son orteil, une décision qui allait sceller son destin. Cole, déchiré, tenta de le raisonner, mais il respecta sa conviction. Il croyait que son corps était un temple, raconte Cole. Il ne voulait pas le mutiler. Cole accompagna Marley en Allemagne pour consulter le docteur Joseph Issel, un médecin controversé qui proposait des traitements alternatifs. Malgré les efforts, la maladie progressa, et Marley s'éteignit en mai 1981, à seulement 36 ans.
Cole porta le poids de cette perte en silence. Des années plus tard, il confia avec une douleur contenue, « Si j'avais pu le convaincre de faire plus confiance à la médecine, peut-être serait-il encore là. » Mais il n'y a ni amertume ni regret dans ses paroles, seulement l'amour d'un homme pour son ami, un amour qui transcende la mort. Pour des millions de fans, le biopic Bob Marley, One Love était un hommage vibrant à une icône intemporelle. Sorti en 2024, le film a rapporté 146 millions de dollars au box-office, captivant les spectateurs avec ses scènes vibrantes et sa musique envoûtante. Mais pour Alan Cole, c'était une trahison. « Je n'ai pas regardé le film », déclare-t-il avec une conviction tranchante. Il ne reflète pas l'essence de Bob. Ce n'est pas lui. Cole n'est pas un critique en quête de reconnaissance, il était le confident le plus proche de Marley, celui qui connaissait ses pensées les plus intimes, ses luttes les plus profondes. Sa critique repose sur une conviction profonde. La vérité a été sacrifiée au profit d'une narrative simplifiée, conçue pour plaire aux masses. L'une des omissions les plus choquantes du film est l'effacement total de Cindy Breakspeare. Après l'attentat de 1976, Marley s'exila à Londres, où Breakspeare devint une figure centrale de sa vie. Elle était là pendant l'enregistrement d'Exodus, un album qui captura l'âme de Marley à un moment de grande vulnérabilité. Elle était plus qu'une compagne, insiste Cole. Elle était une force stabilisatrice, une lumière dans l'obscurité. Pourtant, dans One Love, elle n'existe pas. Des scènes avec Breakspeare, interprétées par l'actrice Umi Myers, auraient été tournées, mais elles furent coupées du montage final, laissant place à une vision centrée presque exclusivement sur Rita Marley, l'épouse de Bob et membre des E-Trees. Si l'importance de Rita dans la vie de Marley est indéniable, la présenter comme sa seule partenaire romantique est une distorsion de la réalité. Cole révèle une vérité troublante, Bob disait à tout le monde qu'il n'était pas marié. C'était sa façon de naviguer ses relations. Cette déclaration éclaire la complexité de la vie personnelle de Marley, une complexité que le film choisit d'ignorer. D'autres scènes sont purement fictives, comme celle où Marley pardonne à l'un de ses agresseurs dans un geste quasi christique. Bob n'aurait jamais fait ça, affirme Mutabaruka, un proche de Cole. Ce n'est pas l'homme qu'il était. De même, la représentation du producteur Clément Coxon Dodd comme un gangster est jugée irrespectueuse envers l'histoire et la culture jamaïcaine. Mais l'omission la plus personnelle pour Cole est son propre effacement. Malgré son rôle central en tant que manager, co-auteur et confident, Alan Cole n'est jamais mentionné dans One Love. Pas un mot, pas une allusion. Pour un homme qui a contribué à fonder Tuff Gong, à gérer les tensions au sein des Weller, et à coécrire des chansons comme War et Johnny Was, cette absence est une blessure. Pourquoi m'ont-ils écarté ? S'interroge Cole. Il soupçonne que sa brouille avec Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records, pourrait être en cause. Leur relation, marquée par des différends philosophiques et personnels, a peut-être influencé la manière dont l'histoire a été racontée. Blackwell se croit intouchable, dit Cole. Mais avec un homme comme moi, ce genre d'attitude ne passe pas. Au-delà des omissions du film, Cole souhaite rétablir une vérité essentielle. Bob Marley n'était pas seulement un musicien ou un révolutionnaire, il était un médium, un voyant. Né dans la pauvreté rurale de Nine Miles, dans la paroisse de Sainte-Anne, Marley grandit dans une atmosphère empreinte de mysticisme. Les croyances africaines, mêlées de spiritualité chrétienne et de traditions locales, imprégnaient la vie du village. Enfant, Marley avait un don, il lisait les lignes de la main, attirant les villageois curieux qui faisaient la queue pour entendre ses prédictions. Il n'était qu'un gamin, raconte Cole. Mais il voyait des choses, il savait des choses que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce talent, presque surnaturel, fut réprimé lorsqu'il arriva à Kingston. Les anciens rastafariens, influents dans le milieu où Marley évoluait, le qualifièrent de « diablerie » et lui demandèrent d'arrêter. Par respect, Marley cessa de lire les lignes de la main, mais son don ne disparut jamais. Il se transforma, se canalisant dans sa musique, ses paroles, ses visions. Cole se souvient d'un moment précis, lors d'un trajet nocturne à Kingston. Marley, soudain silencieux, fixa l'horizon et déclara « Je vais construire le meilleur studio de Jamaïque ». Cole, pragmatique, éclata de rire. L'idée semblait absurde pour un gamin du ghetto. Mais Marley, avec une conviction inébranlable, ajouta « Tu vivras assez longtemps pour le voir ». Des années plus tard, Tuff Gong International devint une réalité, un studio légendaire qui attira des artistes du monde entier. Ce ne fut pas la seule prédiction de Marley. Il avait vu la portée mondiale du reggae, l'impact de chansons comme One Love, et les batailles qui entouraient son héritage après sa mort.
Ces chansons n'étaient pas de simples compositions, elles étaient des prophéties. Raras, coécrite avec Cole, était une réponse aux tensions politiques en Jamaïque, mais ses paroles résonnent encore aujourd'hui comme un avertissement universel. Ce qu'il a écrit se passe encore, affirme Cole. Johnny Wass, inspiré du frère de Delroy Wilson, un musicien que Marley admirait, racontait l'histoire tragique d'un jeune homme abattu par une balle perdue. Dans ses chansons, Marley ne chantait pas seulement, il canalisait des visions, des vérités qu'il avait vues avant qu'elles ne se réalisent. Pour comprendre l'ampleur de l'amitié entre Cole et Marley, il faut plonger dans le contexte de la Jamaïque des années 1960 et 1970. Kingston était une ville en ébullition, déchirée par des rivalités politiques entre le PNP, dirigé par Michael Manley, et le JLP, soutenu par Edward Seaga. Les ghettos comme Trenchtown étaient des champs de bataille, où les gangs affiliés à chaque parti s'affrontaient dans une violence brutale. La musique, et en particulier le reggae, devint une arme de résistance, un moyen pour les opprimés de faire entendre leur voix. Les Wailers, avec leur mélange de ska, de rocksteady et de reggae naissant, capturèrent l'âme de cette lutte. Cole, avec son expérience internationale, comprenait mieux que quiconque les enjeux de cette période. Il avait vu le monde au-delà de l'île, des stades brésiliens aux villes américaines, et il savait que le reggae avait le potentiel de transcender les frontières. Mais il savait aussi que l'industrie musicale était un terrain miné, où les artistes jamaïcains étaient souvent exploités par des producteurs avides. En tant que manager des Wailers, il négocia avec des figures comme Clement Coxon Dodd et Chris Blackwell, veillant à ce que le groupe conserve un contrôle créatif sur son travail. Lorsque Marley se lança en solo, Cole redoubla d'efforts, organisant des tournées internationales qui firent découvrir le reggae à des publics en Europe, en Afrique et en Amérique. Mais la Jamaïque de cette époque n'était pas seulement un lieu de conflit politique, c'était aussi un creuset spirituel. Le rastafarisme, avec ses racines dans la fierté africaine et la résistance à l'oppression coloniale, gagnait en influence. Marley, sous l'égide de figures comme Mortimo Plano, embrassa cette philosophie, qui donna une nouvelle profondeur à sa musique. Cole, bien qu'il ne soit pas rasta lui-même, respectait cette transformation. Il vit Marley devenir un porte-voix pour les sans-voix, un prophète dont les chansons appelaient à l'unité, à la justice et à la liberté. L'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire de Marley fut la séparation des Wailers. En 1973, des tensions croissantes entre Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer atteignirent un point de rupture. Cole, qui gérait le groupe à l'époque, fut témoin de ce déchirement. Les différends portaient sur plusieurs fronts, des divergences artistiques, des frustrations face à l'industrie musicale, et des conflits avec Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records. Tosh, en particulier, se sentait méprisé par Blackwell, qui l'accusait de privilégier Marley au détriment du groupe. Bunny Wailer, de son côté, aspirait à plus d'indépendance. Cole tenta de jouer les médiateurs, organisant des réunions pour apaiser les tensions, mais le mal était fait. « Je voyais Bob souffrir », se souvient Cole. Il voulait que le groupe reste uni, mais il savait qu'il devait suivre sa propre voie. Lorsque Tosh et Wailer quittèrent le groupe, Marley forma les E-Trees, un trio vocal composé de Rita Marley, Judy Mowat et Marcia Griffiths. Cole resta aux côtés de Marley, l'aidant à naviguer cette transition difficile. Mais la rupture laissa des cicatrices, et le film One Love passe sous silence cette complexité, préférant une version lissée de l'histoire qui glorifie Marley sans reconnaître les sacrifices et les conflits qui ont façonné son parcours. Aujourd'hui, à 74 ans, Alan Cole est déterminé à rétablir la vérité. Après des décennies de silence, il travaille sur ses mémoires, un livre qui promet de révéler le vrai Bob Marley, pas l'icône polie des affiches, mais l'homme complexe, imparfait et profondément visionnaire. On racontera cette histoire, parce que moi, je l'ai, déclare-t-il avec une conviction tranquille. Ce livre ne sera pas une simple biographie, ce sera un témoignage, une ode à l'amitié, à la musique et à la vérité. Cole ne cherche pas la vengeance ou la gloire. Il veut simplement que le monde comprenne qui était vraiment Bob Marley, un garçon de 9 Miles qui voyait l'avenir, un prophète qui chantait ses visions, un homme dont l'héritage a été trop souvent déformé. Il parle de Marley avec une tendresse mêlée de tristesse, comme s'il portait encore le poids de leur dernière conversation, un échange mystique où Marley lui confia « Les gens ne meurent pas, ils font une transition ». Pour Cole, ces mots sont une vérité profonde, un écho de la vision médiumnique de Marley. Il savait qu'il partirait, mais il savait aussi que sa musique vivrait, qu'elle toucherait les cœurs bien au-delà de sa vie. L'histoire d'Alan Cole et de Bob Marley est celle d'une fraternité indéfectible, d'une collaboration qui a changé le monde, et d'une vérité qui attend d'être pleinement racontée.
Alors que Cole met la touche finale à ses mémoires, il invite le monde à écouter, à comprendre et à honorer l'homme derrière la légende. Restez avec nous, dit-il, un sourire dans la voix. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez en savoir plus sur la vérité derrière Bob Marley et les révélations d'Alan Cole, aimez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de ceux qui ont façonné l'histoire, ceux qui, comme Cole, portent encore la flamme de la vérité.